Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau du dimanche soir avec, comme chaque semaine, mes deux co-présentateurs, Laura Fortes. Bonsoir Laura. Bonsoir. Thierno Souleymane Diopnian. Bonsoir Thierno. Bonsoir Alim. Tout à l'heure, nous allons recevoir monsieur Mamsamba Diamanka qui viendra nous parler de leur projet intitulé « Un enfant, un extrait de naissance ». Il est le président du mouvement des jeunes leaders du Sénégal. Mais tout de suite, nous allons recevoir un enseignant-chercheur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est professeur de pédiatrie de classe exceptionnelle, diplômé de l'université Paris 5 en santé de la mère et de l'enfant. Il est également coordinateur de la recherche de l'Institut de population, développement et santé de la reproduction de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il publie l'ouvrage intitulé « La santé de votre enfant en question ». Livre conseil de santé pour les parents. Nous avons le plaisir de recevoir le professeur Boubacar Camara. Nous allons également recevoir un titulaire d'un BTS en comptabilité gestion de l'ITECOM et d'un Bachelor in Business Administration de l'IAM. Il publie aux éditions L'Harmattan Sénégal le roman intitulé Koloban City, le réveil de Yadikoun. Nous accueillons M. Mamadou Wali Diouf. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, professeur. On va commencer par vous. Bonsoir. Vous venez nous présenter votre ouvrage qui s'appelle « La santé de votre enfant en question », livre conseil de santé pour les parents. C'est un ouvrage vraiment très intéressant, très didactique, bien agencé avec les questions, comme vous l'avez mis sur la couverture, les questions que les parents se posent concernant la santé de leurs enfants. C'est vrai que je disais tout à l'heure à mes co-présentateurs off the record que j'ai des co-présentateurs qui n'ont pas d'enfants, célibataires sans enfants. Mais j'espère qu'ils se posent aussi ces questions pour la santé de leurs futurs enfants. Et là, avant de commencer, vous avez voulu dédicacer cet ouvrage à 6 femmes. J'ai trouvé ça vraiment très touchant. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont ces femmes? Bonsoir et bonsoir à vos co-animateurs, co-présentateurs. Et une dame sur le plateau d'abord. Bonsoir madame. Et à tous vos téléspectateurs. Mais comme vous l'avez dit, ce livre, essentiellement, quand on parle de santé de l'enfant, on pense plutôt à la mère. Parce qu'effectivement, habituellement, en tout cas dans ce que nous connaissons dans notre pratique quotidienne en tant que pédiatre, nous voyons surtout les mamans venir accompagner les enfants. C'est vrai que les papas ne sont pas loin, mais au cœur de la prise en charge de l'enfant, il y a surtout la maman. En plus, il y a un département qu'on appelle la mère et l'enfant. Après, on se dit, mais où est le père et l'enfant? Voilà, mais de plus en plus. Non, en fait, le pôle, c'est par rapport à la continuité. Oui, là, absolument. Depuis la gestation, comme ce qu'on appelle les 1000 premiers jours. C'est parce qu'il y a un nouveau concept qui fait que la santé de l'enfant est essentiellement liée à celle de la mère. Absolument. Depuis la conception jusqu'à la naissance, et de plus en plus. Pour rendre vraiment cela sur le plan pratique, on crée des pôles mère-enfant. Mais là, comme pour revenir à votre préoccupation, c'est vraiment parce que, comme vous l'avez noté, nous avons vu qu'au centre de la prise en charge des enfants, il y a les mamans, mais il y a également dans l'aspect dédicace que j'ai remarqué surtout parce que j'avais mis en avant un certain nombre de personnes. Ce sont surtout des chroniqueuses de santé qui ont longtemps été des pionnières dans ce domaine pour donner le message de santé aux personnes. Et moi-même, en tant qu'enseignant, j'étais allé évaluer des programmes de santé au fin fond du Sénégal. Je le fais souvent, je le fais régulièrement. Et quand nous arrivons sur le terrain, et l'évaluation des informations reçues par les femmes, le public en général montre que la radio, les médias jouent un grand rôle. Et donc, dans ce cadre-là, j'avais décidé donc de rendre hommage à les pionnières dans ce domaine, vos confrères, tu peux les citer peut-être, Ngonengom, de Khady Diop,
sur des FM et ensuite Awambaye et d'autres comme Ramata Dem qui sont dans votre studio et qui donnent régulièrement. On va peut-être se plaindre parce que les pionniers, ça ne peut pas ne pas être la RTS. Mais oui, bien sûr, non, c'est quelque chose de circonstanciel, mais bientôt. Bien sûr, j'ai toujours œuvré dans ça avec la RTS, parce que j'ai eu à faire des émissions justement sur ce plateau, dans le cadre de la santé, pour dire qu'il y avait vraiment nécessité de rendre hommage à tout ce travail qui est fait dans ce domaine de la santé pour la sensibilisation. Vous avez vu même le résultat dans le cadre même de la pandémie de Covid. Absolument. Les informations, les gens l'ont eu surtout à travers vos moyens. Donc j'ai également rendu hommage à une infirmière qui est vraiment une dame exceptionnelle, qui a travaillé, Madame Dia, qui a une charte vraiment, c'est vraiment le symbole même de l'empathie qu'on doit développer vis-à-vis des malades. Madame Dia, Kantom, qui était major, qui a pris sa retraite, qui était major du service de pédiatrie d'Albert Royer, mais également ma grande sœur Awa Kamara, qui m'a toujours conseillé et à accompagner dans mes études. Je peux également ajouter à cette liste, bien évidemment, mon épouse qui m'a soutenu, qui m'a permis de faire ce travail. Il y a aussi Madame Ndiaye. Voilà. Donc c'est une maman modèle également qui a tellement eu de réflexes de venir dès les premiers symptômes, qui fait que moi j'ai été vraiment... beaucoup de questions d'ailleurs sont inspirées de ces questions qu'elle posait avant de venir pour pouvoir prendre en charge ses enfants. Voilà. Parce que lorsqu'on voit un peu, on va enchaîner peut-être avec cette mère, parce que vous avez dit dans votre ouvrage, ce que j'ai trouvé assez intéressant, même en tant que médecin, que parfois il ne faut pas trop s'inquiéter non plus. Vous avez dit, parce que c'est assez didactique comme vous l'avez présenté, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Absolument. Mais vous avez insisté parfois aussi sur le fait qu'il ne faut pas peut-être tout le temps s'alarmer. Et maintenant, peut-être par rapport à cette mère dont vous avez parlé, à qui vous avez dédicacé l'ouvrage, vous l'avez présenté comme quelqu'un qui est un peu... je dirais peut-être, entre guillemets, hypochondriaque, qui est toujours pour un rien, qui s'alarme. Voilà. Mais est-ce que ça, c'est ce qu'il faudrait faire? Où est-ce qu'il faut mettre le curseur? Est-ce qu'il faut... À quel moment vous pensez qu'il faut s'inquiéter? À quel moment il faut ne pas s'inquiéter? Il y a peut-être un juste milieu à trouver, mais il vaut mieux peut-être avoir le rôle de cette dame qui s'alarme pour un bouton qui apparaît la nuit sur le corps de son bébé et qui vous appelle pour dire est-ce que c'est grave, c'est pas grave. Déjà cet élément-là, c'est quelque chose, c'est ce que nous attendons, parce que nous avons notre système de santé et vous avez vu les insuffisants en termes de ressources humaines, de matériel, qui fait que ce qu'il faut, c'est que de venir prévenir les maladies, de prévenir les affections avant qu'on arrive d'abord à ce stade de maladie et même prévenir les complications. Donc je pense qu'il faut effectivement que les mamans ne soient pas trop stressées pour certaines choses, mais il est important qu'elles viennent tôt, qu'elles s'alarment d'un bon signe, qu'elles viennent tôt dans les structures de santé. Voilà. Là aussi, parmi toutes, par exemple, toutes les pathologies qu'on peut avoir en ce qui concerne l'enfant, parce que dès le départ, vous avez un peu délimité le champ d'action, parce que nous, on se demande, la pédiatrie, ça s'arrête à quel âge? Moi, je me souviens que j'ai des enfants qui, jusqu'à 18 ans, allaient voir leur pédiatre. Moi, je me dis, bon, à quel moment ça s'arrête? Parce que vous dites que l'adolescence se termine à 19 ans, mais vous avez voulu arrêter à 18 ans. Voilà, donc de la naissance à 18 ans, on est dans la pédiatrie. Et au début, le problème qu'on voit souvent avec les mamans et même les grands-mères surtout, c'est l'histoire du poids. Vous avez commencé avec ça, le poids de l'enfant. Nous, on aime peut-être dans notre pays avoir des enfants qui sont assez potelés. On a une expression ici pour dire taille. Voilà, donc il faut qu'ils soient un peu gros. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait être nuisible pour sa santé? Vous allez nous dire encore, il y a un juste milieu, parce qu'il y a toujours un tableau qu'il faut voir, le tableau du poids. Mais nous, on essaye toujours d'avoir un bébé qui est peut-être en surpoids. En surpoids.
Le bébé, l'enfant, d'abord, comme vous l'avez dit, c'est un sujet en croissance. Et tant qu'il y a une croissance, c'est un enfant. Bon, on suppose que cette croissance s'arrête à 18 ans. C'est pourquoi on le considère jusqu'à 18 ans. Mais il y a beaucoup d'autres éléments dans ce concept de l'enfant. Tout à fait. Et donc, mais sur le plan biologique, c'est ce qu'il faut considérer. Que quelqu'un, tant qu'il y a la croissance, on le considère comme... Parce qu'il y a des éléments particuliers liés à son développement dont il faut tenir compte. Évidemment, c'est différent de la période de l'adolescence, qui est un autre concept qui est plus social, de 10 à 19 ans, et qui englobe aussi également d'autres concepts, même économiques. Parce que certains adolescents on peut être adolescent jusqu'à 30, 25 ans, 30 ans, si on dépend économiquement de ses parents. Voilà, donc, mais pour ce qui concerne justement, il y a plusieurs préoccupations des mamans. Et là, très souvent, dès la naissance, et surtout dans les grandes familles, on compare très souvent les enfants en disant qui devait touti, ou bien le mot là, devait touti par rapport à l'autre. Et donc, ils considèrent plutôt cet enfant qui est obèse, qui est potelé, comme un enfant qui est en bonne santé. Alors que souvent, très souvent, c'est pas le cas. Mais ce qu'il faut considérer, c'est que chaque enfant a sa croissance. Absolument. Par exemple, un enfant qui va naître prématurément, il a un poids qui peut être faible par rapport à son... Mais à un certain moment, il va aller à son rythme. Il va aller à son rythme, il va se rattraper à un moment donné. Et il n'aura pas la même croissance, la même vitesse de croissance que quelqu'un qui est né avec un poids normal. C'est normal. Et il y a certains enfants qui sont nés à terme, mais qui ont un faible poids, mais parce qu'ils ne se sont pas bien développés au cours de la grossesse. Et ces enfants-là, souvent, quand ils viennent, donc les parents ont tendance à les gaver pratiquement. Et quand on les gave, malheureusement, ils ne peuvent pas digérer ces aliments qui vont pas. Ils vont les emmagasiner et ça va être très nuisible pour eux, pas à cette période, mais plus tard à l'âge adulte. Ce sont ceux-là. Si vous demandez à beaucoup d'enfants qui sont souvent qui sont obèses, beaucoup de personnes qui sont obèses à l'âge adulte, c'était des personnes qui souvent étaient prématurées. Et qu'on a gavé et qui après se retrouvent avec des hypertensions, des maladies métaboliques liées au fait que pendant cette période-là, ils ont été gavés par les parents parce qu'il y avait cette obsession de vouloir en faire des enfants potelés. Il ne faut pas. Donc chaque enfant a son rythme de croissance. Même pour un prématuré, ce qu'il faut de tenir, c'est qu'il suive une ligne de croissance qui peut être tracée par votre pédiatre. D'où la nécessité, quand il s'agit d'un prématuré, de le suivre de façon plus rapprochée que quelqu'un qui est né à terme. Donc un prématuré, par exemple, tous les 15 jours, vous avez un enfant prématuré, allez voir votre pédiatre tous les 15 jours, prenez le poids avec lui, discutez avec votre pédiatre, et suivez cette croissance. Ne suivez pas, ne regardez pas votre voisin, le bébé de votre voisin qui a un poids et qui est potelé et qui a peut-être un autre problème à gérer. Parce que justement, très souvent, dès que l'enfant arrive, s'il y a des enfants qui sont au-dessus des normes pour le poids, c'est déjà une pathologie. Le surpoids-là est déjà une pathologie. Ce n'est pas un signe de bonne santé. Donc, et le fait de suivre ce poids de ce sujet qui est en surpoids va montrer que très souvent, ils vont développer des maladies métaboliques plus précocement que les autres enfants qui avaient un poids plus faible. Tout à fait. Et là aussi, comme je le disais tout à l'heure, vous avez insisté sur un aspect, à mon avis, très important et assez révolutionnaire. C'est que autant vous déconseillez l'automédication, évidemment, pour ne pas essayer de voir, même si on a une certaine expérience, d'essayer de donner des médicaments qui n'ont pas été prescrits, mais autant vous responsabilisez les parents. Vous dites que avant d'essayer de voir quel est le problème, par exemple, un enfant qui pleure, il peut avoir beaucoup de raisons. Avant de penser qu'il y a une maladie, il y a une pathologie, essayez de voir si ce n'est pas quelque chose qui le dérange. Donc vous préconisez d'abord de le déshabiller, de voir s'il n'y a rien qui accroche quelque part, regarder dans ses oreilles. Vous avez même dit qu'il faudrait, parce que parfois moi je me disais que bon, ça c'est peut-être un niveau assez médical, mais vous préconisez d'avoir une petite lampe pour regarder déjà une angine, ça c'est des choses faciles à voir.
de regarder dans l'oreille s'il n'y a pas une otite ou quelque chose comme ça. Et ça aussi, c'est tellement important parce que parfois, c'est juste... moi, je me rappelle un cas comme ça, un de mes enfants qui pleurait, on ne pouvait pas savoir c'était quoi. Sa mère revenait de voyage, il avait acheté des chaussures, il avait mis ses chaussures. Donc on est allé jusqu'à... il a pleuré pendant tout le trajet jusqu'à arriver chez le pédiatre. C'était une pédiatre en l'occurrence. Elle a juste enlevé les chaussures. Le bébé, non seulement il s'est tué, mais il s'est endormi d'un coup parce qu'il avait trop souffert. Et c'était seulement les chaussures qui étaient serrées. Absolument. Je veux beaucoup d'anecdotes comme ça. Moi, je dis... quand je vais écrire des romans sur ce que j'ai vécu, j'ai beaucoup de... J'ai vu un enfant qu'on m'a présenté une fois parce que simplement, à l'époque, il y avait des couches qui mettaient des épingles. Oui, exactement, les couches. Et ça piquait cet enfant. Et qui se mettait à pleurer, c'était des épingles. À l'époque, il y avait les bracelets avec des épingles. Il y avait beaucoup de cas comme ça où on avait des enfants qui nous arrivaient avec de petites blessures liées à ces épingles. Absolument. Il est important de regarder, quand un enfant est malade, de regarder dans sa bouche, de regarder dans ses narines. Mais je vous dis, très récemment, je pense que j'ai eu, depuis l'année dernière, au moins 2 cas. Vous savez, les enfants, ils mettent n'importe quoi dans leur nez. Ah oui, ça, on a vu. On m'a amené un enfant, parce que la maman, finalement, il disait toujours, il était enrhumé. Bon, il y avait les narines qui coulaient. Mais à un moment donné, il était gêné parce que la laine était mauvaise. Donc, il se sentait mauvais. Donc, et là, l'enfant, lorsqu'ils sont arrivés, je dis, mais est-ce que vous avez regardé dans les narines? Vous n'avez pas regardé. C'est sûr qu'il a mis quelque chose. Je dis, non, mais il n'y a rien, elle ne se plaint pas. Je dis, non, mais elle peut mettre quelque chose, justement, parce que... Une éponge comme ça, elle avait mis une éponge, donc... Mon petit frère a fait la même chose. À un moment donné, après ça... Et souvent, donc, pour ces cas-là... Et ça sent mauvais. Les parents, ils vous disent, bon, de besoin, ils vous mettent des gouttes nasales et ça enfonce davantage le produit. Alors, regardez toujours un enfant qui est malade, qui a des narines qui coulent, et le réflexe d'avoir une lampe lumière blanche, de regarder dedans, pour regarder d'abord. Même chose pour la bouche. Je dis aux mamans, si vous avez toujours le réflexe, l'enfant va venir se coucher, dire, il ne mange pas. Il va dire, non, il ne veut pas. Dans le on est taillé, beaucoup de lait. Mais en réalité, il souffre d'une angine, peut traîner ça pendant plusieurs jours parce que simplement, il n'y a pas de fièvre. Et ce que je dis souvent, la fièvre, vraiment, c'est le meilleur baromètre pour pouvoir amener l'enfant. Mais s'il n'y a pas de fièvre, ces enfants, souvent, ils font des infections avec au début, qui est un début viral, le plus souvent. Et donc, la fièvre peut être passagère, surtout, elle se manifeste surtout la nuit. Le jour, l'enfant a une petite fièvre, et donc ça passe. Mais l'enfant ne peut pas manger. On dit, bon, taille de bagnolec. Et là, on le laisse comme ça. Alors que si vous avez le réflexe, un enfant qui ne mange pas, vous dites, ouvrez la bouche. Déjà, il faut vous habituer d'abord à voir la bouche, comment elle est quand elle est normale. Et quand elle n'est pas normale, vous allez voir que c'est rouge et qu'il faut l'amener. Parce qu'il ne peut pas vous dire, s'il est tout petit, il va dire, j'ai mal à la gorge. Il va simplement refuser de s'alimenter. Devant un refus de s'alimenter d'un enfant et le réflexe de le voir. Même chose. Vous avez un enfant qui salive beaucoup. On m'a amené un enfant récemment qui salivait beaucoup. Il y avait beaucoup de salive. Il dit non, c'est les dents. On lui dit non, c'est les dents. Non, mais regardez. Si vous regardez bien, certains enfants, ils consomment des produits caustiques, de l'eau de Javel, ils ont une irritation. Vous regardez la bouche, vous voyez de petites plaies rouges. Il suffit simplement que ces parents donc regardent pour déjà avoir une orientation pour prendre en charge précocement les malades, leur enfant. Vous voyez que l'orientation peut être différente selon que vous-même vous avez regardé, vous avez trouvé le problème ou pas. Parce que si vous dites c'est juste un rhume, quelqu'un dit bon, moi j'ai des gouttes nasales, mettez-lui des gouttes nasales, vous avez le risque d'enfoncer un corps étranger davantage qui va être difficile à sortir. Voilà un peu pourquoi il faut regarder, examiner d'abord votre enfant chaque fois qu'il se plaint. Chaque fois que vous sentez qu'il ne va pas bien, examinez-le. Palpez l'abdomen, regardez la bouche, regardez les narines, regardez les oreilles. Absolument. Les oreilles, vous pouvez tirer, regarder avec une lumière. Sans instrument, vous pouvez déjà voir ce qui se passe. Et ça, c'est important. C'est très important. Voilà. Et il y a une chose, avant de passer la parole à Laura, qui a certainement beaucoup de choses à dire. Il y a une chose que moi, que j'ai découverte assez récemment, c'est... Et vous en avez parlé,
ça peut sembler peut-être bizarre à certains. Vous avez dit que cela se fera en fonction du degré de stimulation de ses organes et le travail sera essentiellement assuré par la mère ou la nurse à travers les câlins, les soins corporels, les chants, les moments d'échange verbaux et gestuels, les promenades. Parce que j'avais lu récemment un article d'un pédiatre qui disait qu'un enfant qui ne reçoit pas beaucoup d'affection, un enfant qui ne reçoit pas de câlins, il peut dépérir et même ça peut aller jusqu'à la mort. Un enfant qu'on abandonne, il peut mourir de manque d'affection simplement. Absolument. Donc c'est quelque chose peut-être qu'on ne prend pas trop en considération, mais je pense que la nature a fait les choses de cette sorte, de cette manière que le bébé humain a besoin de sa mère pour pouvoir vivre, même pour pouvoir évoluer. Je ne sais pas comment les jeunes dames actuellement... En tout cas, la pratique que j'ai, c'est que très souvent, quand elle donne le sein, elle regarde des téléfilms. Ou bien elle a le téléphone. Alors, ça, c'est une des conséquences de beaucoup d'hypogalaxies, c'est-à-dire des mamans qui se plaignent de n'avoir pas assez de lait. Parce que simplement, lorsque le réflexe qui permet d'avoir du lait va dépendre de la concentration que vous avez sur le bébé au moment de téter. Ça, c'est indéniable. Et si, dès le début, vous n'avez pas cette relation avec votre enfant, à travers le regard, à travers les messages, les petits câlins, la chanson, de petites choses pour le stimuler, vous avez perdu un peu les contacts. Cette relation qui accompagne l'allaitement maternel que nous avons bien vécu parce que très souvent, nos mamans, donc à un moment, nous portaient dans le dos. On était tout le temps en contact avec nos mamans. Et c'est bon pour la femme parce qu'elle sécrète aussi de l'occitocine. Absolument. Ce qui fait qu'elle s'attache au bébé. Et je pense que c'est ce qui fait que cet attachement qu'on avait avec nos mamans était lié à cela. Très bercé, on était porté au dos et ensuite tout le temps accompagné par les chansons. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu d'enfants portés dans le dos. Alors, voilà des aspects qui sont très importants et c'est dans ce domaine, la stimulation, que vous réveillez très tôt les réflexes, même certains sens de l'enfant. Vous les renforcez à travers donc, ces câlins-là. À travers, donc, ça permet également d'établir très rapidement des relations sociales. Parce que aussi bien la maman que les autres membres de la famille peuvent établir ces relations-là préconcevant avec l'enfant à travers ces câlins-là, ces chansons et autres. Vous savez que certains enfants peuvent être plus portés vers certains membres de leur famille que la maman. Parce que simplement, la personne qui va la tenir a tout le temps une chanson pour le bébé, elle a l'habitude d'entendre ça. Dès qu'elle a, elle se calme. Vous savez, dans ces familles-là, c'est parce que cette personne a les moyens de stimuler l'enfant. Et ça, c'est très important, parce qu'à ce stade-là, l'enfant a besoin d'établir un contact qui n'est pas verbal, mais vraiment physique. Absolument. Voilà. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci beaucoup pour toutes ces informations que vous nous partagez et sur le plateau et dans votre ouvrage. Je pense qu'effectivement, ça va permettre d'aider beaucoup de parents à peut-être vivre plus sereinement la parentalité, parce que surtout quand on a des enfants très jeunes, on va avoir tendance à paniquer au moindre, comme vous avez dit, le moindre bouton qui apparaît pendant la nuit, etc. Et donc, pour ça, je pense que c'est essentiel d'avoir un ouvrage comme celui-ci pour pouvoir avoir des clés toutes simples. Des fois, comme vous l'avez dit, on peut diagnostiquer au préalable parfois des petites maladies très simples qui finalement ne nécessiteront pas forcément justement d'aller aux médicaments et autres. Et en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment le tour d'horizon que vous faites, parce que vous allez dans toutes les catégories, le sommeil, les groupes d'aliments, l'assainissement de l'environnement même, ou bien l'hygiène des ongles, des cheveux. Et je pense qu'en fait, c'est vrai que c'est carrément un petit manuel, finalement, où on peut retrouver tous les problèmes auxquels on peut être confronté, plus ou moins en tout cas pour ce qu'il y a de plus courant. Donc pour ça, voilà, je pense que ça va permettre à beaucoup de personnes de rester attentives, et qu'on soit parents ou non, justement, de connaître un peu, parce qu'un enfant peut être confié même à d'autres personnes que les parents. Si ces personnes-là aussi ont les ressources, elles peuvent servir déjà dans un premier temps de faire des petits diagnostics et autres. Donc merci beaucoup. Merci. Et puis quand je parle d'accompagnement serein, je pense surtout aux parents qui sont parents pour la première fois. Parce qu'après, c'est vrai que quand on a d'autres enfants, il y a quand même des notions qu'on a déjà grâce au premier qu'on a vécu et autres. Mais quand c'est le premier, justement, tout est découverte.
Donc pour le coup, je pense que ça va vraiment aider beaucoup de personnes. Et comme vous l'avez dit, justement, ça s'adresse avant tout aux mamans qui sont les premières impliquées finalement dans la maternité pour les raisons que vous avez évoquées quand on a démarré. Et comme vous l'avez dit aussi, les papas ne sont pas loin. Justement, je voulais savoir, est-ce que à partir de votre ouvrage, vous avez eu des retours de papas aussi, puisque je sais que l'ouvrage est destiné à tous les parents et même au-delà. Le premier couple qui a acheté le livre dans mon bureau, c'est le papa qui disait « c'est moi qui lis et je donne les informations à la maman ». Parce qu'elle n'avait pas le temps, de lire le contenu. Elle dit « chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est moi qui lis ». Donc c'est un homme qui a été le premier à lire cela, c'est un papa. Et dit effectivement pour certains conseils, que ça concernait surtout la tenue du biberon, parce qu'ils étaient venus là-bas, parce que l'enfant avait des coliques, avec beaucoup de choses qui étaient essentiellement liées à la tenue du biberon. Et vous voyez que des choses comme ça, très faciles, et dans le livre, je l'explique. Beaucoup de pathologies sont liées à la posture. Beaucoup de femmes viendront vous dire, mon enfant refuse le sein, il préfère le biberon. Je lui demande, dans mon bureau, je lui donne le sein, je vais voir. Mais la façon de tenir le bébé montre à suffisance que le bébé ne peut pas tenir. Est-ce que vous pouvez manger couché, la tête rejetée en arrière? C'est pas possible pour vous. En tout cas, vous ne serez pas dans une position confortable. C'est exactement la plupart des enfants sont dans cette position. La tête est réfléchie, rejetée en arrière, non soutenue, parce qu'elle doit être soutenue. Et si l'enfant la tête rejetée en arrière, presque couché, il va se fatiguer, il va vite lâcher le sein. C'est essentiellement cela. Lorsqu'on a fait cette démonstration, c'est le mari qui disait, voilà, il va avoir des fausses routes, mais il va se fatiguer plus vite. Si vous lui donnez le biberon, s'il est plus confortable, là, il va prendre, il va aimer le biberon, il va plutôt avoir tendance à abandonner le sein à cause simplement d'un problème de posture. Donc, les papas ne sont pas loin. Il y a beaucoup de retours pour certains parents qui nous disent, effectivement, pour certains gestes. Vous savez, il y a un geste que je mets là qu'il faut éviter et que les papas font souvent, c'est que dès qu'ils arrivent du bureau, leur enfant vient à leur rencontre, ils les prennent, ils les jettent en l'air. C'est très dangereux. Il ne faut pas le faire, pour plusieurs raisons. Parce que là, le cerveau va cogner le crâne plusieurs fois et puis il y a des micro-traumatismes. Mais ça, les parents le font parce que déjà, c'est quelque chose que se disent, je suis fier de voir mon enfant venir vers moi, je le prends, je le projette. J'ai vu récemment qu'il y avait le syndrome du bébé secoué. Et ça, beaucoup de gens, lorsqu'ils ont... Absolument. Ils veulent, par exemple... quand un bébé pleure et qu'il arrête de pleurer, on a tendance à le secouer. On le fait comme ça. Et là aussi, la tête... Vous savez, déjà, le cou est assez... Le cou, les muscles du cou ne sont pas assez solides. Donc, la tête va se balancer à gauche et à droite. Mais en plus, le cerveau va venir cogner sur le crâne plusieurs fois. Le fait de le faire comme ça, c'est mauvais. Donc, c'est une des choses vraiment très simples, accessibles, que les gens doivent savoir que courir, porter le bébé au dos et courir avec, c'est la même chose. Vous voyez ça en milieu rural, beaucoup de femmes courir avec le bébé dans le dos. C'est très dangereux. Et donc, il y a beaucoup de maladies, de satisfactions neurologiques sont souvent liées à ces micro-traumatismes du crâne, liés aux jeux, à des signes d'affection des parents. Donc, c'est important, effectivement, que ce soit partagé par les papas, auprès des papas et des mamans. Voilà. C'est formidable, en tout cas. Merci. Beaucoup de choses. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Votre ouvrage, il est très utile parce qu'il permet un peu de... Moi-même, pas un peu. Il permet vraiment de comprendre les arcanes de la vie médicale de l'enfant. Et ça, c'est important. Je pense que l'enfance dans une nation, l'enfance dans un pays, c'est l'avenir. Et moi, je suis même ému parce que je pense un peu à professeur Hassan Dia de l'hôpital de Fann, Albert Royer, qui nous prenait en charge quand on était jeunes et qu'on dérangeait, et moi en tout cas que je dérangeais particulièrement à tout moment, et parce que bon, je suis un asthmatique. Et donc, votre ouvrage, il est important, mais aussi, il est assez détaillé. C'est-à-dire que c'est comme ce que disait Laura tout à l'heure, il y a des illustrations, il y a des phases, il y a des étapes, et c'est assez exhaustif. Ça prend en compte vraiment toute l'évolution de l'enfant, de sa naissance à une certaine
en tout cas, étape de sa vie. Et ça, c'est très utile. Et bon, un peu pour revenir à ce que Aliou disait tout à l'heure, je pense que l'enfant, c'est l'enfant de la communauté. C'est un enfant, c'est pour tout le monde. Que ce soit papa ou maman. Je pense que dans nos cultures ou dans nos sociétés, on aime voir les enfants en très bonne santé, on aime les cajoler. On aime les accompagner dans leurs évolutions. Et ça c'est vraiment utile. C'est pourquoi votre ouvrage, pour moi, vient en son heure et il est fortement recommandé parce que ça permet d'accompagner aussi bien les parents comme ceux qui sont intéressés par le devenir des enfants, même s'ils sont célibataires. Même s'ils sont célibataires. Alors, ma première question, moi, c'est par rapport à la nutrition. Pour moi, c'est un facteur important, fondamental. Parce que aujourd'hui, et c'est pourquoi est-ce que vous pensez qu'on mange bien? Est-ce que nos enfants mangent très bien? Eu égard à toutes les problématiques relatives à, si vous voulez, à nos cultures, même avant, à nos semences, à nos procédés, etc., à ce que nous cultivons en aval voilà, avec les récoltes. Est-ce que réellement nous nourrissons les enfants de la communauté comme il faut, professeur? Non, bon, ça c'est même en dehors de cet ouvrage. J'ai fait plusieurs rapports récemment. Le dernier rapport que j'ai donné pour le Conseil national de nutrition, justement, portait sur la diversification alimentaire de l'enfant. Lorsqu'on a fait l'évaluation, bon, on peut dire, si vous allez arriver dans l'EDS, dans l'enquête démographique sanitaire, moins de 10% des enfants, autour de 10% des enfants, ont une alimentation diversifiée de façon adéquate. Vous voyez, 10% des enfants, en général, de 0 à 5 ans. Donc, vous voyez, cette période-là, c'est une période charnière parce que si certains nutriments manquent chez certains enfants, surtout avant 2 ans, il peut avoir un certain déficit qu'il aura du mal à rattraper. Donc, c'est important. Mais c'est pas... les gens se focalisent sur les nutriments, mais c'est sur la manière de le faire. Partout où on est au Sénégal, il faudrait qu'on puisse savoir, on peut s'adapter, on peut adapter l'alimentation pour faire en sorte que l'enfant puisse avoir les nutriments nécessaires pour sa croissance. Mais il faut démarrer déjà, il faut bien démarrer, c'est surtout pour bien démarrer, c'est l'allaitement maternel exclusif. On a du mal à faire adopter aux femmes au Sénégal, moins de 50, autour de 50% bientôt. Maintenant, on a fait beaucoup de progrès, parce qu'avant on était très loin. Mais qui donne l'aliment maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Et c'est ça l'idéal. Jusqu'à 6 mois, il faut que l'enfant soit au sein. Mais on a du mal à faire adopter ça. Est-ce que ça ne demande pas de moyens, ça? N'est-ce pas, madame? Ça ne donne pas de moyens. Mais c'est un problème simple. Dans leur esprit, ils se disent que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Même de l'eau, on leur dit que ce n'est pas la peine. Ils donnent de l'eau. Alors, c'est ce travail-là qu'il faut faire d'abord. Nos enfants mangent mal, ils sont mal nourris, parce que déjà au début, il y a cette difficulté à faire adopter l'aliment idéal, le lait maternel. Et juste le continuer jusqu'à 2 ans. Beaucoup d'enfants, le sevrage se fait de plus en plus précocement à cause des activités économiques de la mère et le peu de ressources, de substances dont ils bénéficient avec le lait maternel disparaît avec le sevrage. Donc ça, c'est une chose. Deuxième élément, c'est que de plus en plus, et avec l'introduction des fast-food, c'est entre guillemets, c'est que de plus en plus, la malbouffe gagne les enfants. C'est-à-dire que de plus en plus, qu'est-ce que vous voyez les gens vont dans les grandes distributions, qu'est-ce qu'ils voient dedans? Et on leur propose des aliments de plus en plus sucrés, de plus en plus salés. À la place des aliments traditionnels, notre bouillie traditionnelle, notre fameux rouille que nos mamans diversifient en mettant du beurre de lait de vache ou bien de l'huile de palme. Cela n'est plus fait. On va chercher dans les grandes surfaces des aliments prêts à l'emploi, beaucoup de sucre et souvent trop salés par rapport à la composition. Donc, dans ce domaine-là, vous avez touché un point qui est très très important. Vous avez parlé de l'école. Parce que de plus en plus, les enfants passent la journée à l'école et les parents trouvent vraiment plus facile de leur donner des aliments industriels, un peu, voilà. Et comme vous dites... Malheureusement, c'est juste ça. S'il y a des cantines, on pourrait en ce moment pouvoir agir à ce niveau, mais le plus souvent, c'est de l'alimentation libre. On donne de l'argent à l'enfant qui achète des aliments à la boutique de l'école. Et c'est souvent des aliments préparés à la manière des fast-food, c'est-à-dire plus de gras,
plus de légumes, plus de gras, et plus de sel et moins de protéines. Et donc voilà un peu, c'est pas lié à un problème de pauvreté, mais nous avons des aliments naturels qui sont disponibles en milieu rural, que les gens n'utilisent pas. Beaucoup de produits, de fruits sauvages qui courissent dans les bouches et qui ne sont pas utilisés et qui sont très riches en nutriments que les enfants doivent pouvoir consommer, mais qui ne sont pas consommés. Il y a donc, c'est un problème culturel. En fait, il y a vraiment beaucoup de choses à ce niveau, un travail à faire, de sensibilisation. C'est ça votre rôle, vous, au niveau des médias. C'est pourquoi je dis c'est important d'impliquer les communicateurs dans ce domaine-là pour ce qui concerne la nutrition. Et ce travail est en train d'être bien fait au niveau du Conseil national de lutte contre la nutrition, du moins. Juste un petit casse-tête avant que tu reprennes, Thierno. Moi, le casse-tête qu'on a toujours peut-être au niveau de la néonatologie, quand vous voulez, par exemple, comme vous l'avez si bien dit, que le bébé prenne le premier lait, le colostrum. Mais c'est tout un problème, parce que quand vous êtes au niveau des cliniques, dès que le bébé est né, on l'amène au niveau de la nurserie, et là-bas, on lui donne un biberon. Vous dites, mais je veux que le bébé prenne le... On lui dit, non, la maman, elle est fatiguée, elle ne peut pas encore avoir de lait. Et le premier lait qu'il va prendre, ce sera toujours un lait de biberon. Vous avez beau, vous chamaillez avec tout le monde, ils vont faire comme ils veulent, en fait. Ça, c'est la responsabilité du chef de service. Moi, j'étais responsable d'un service de pédiatrie, une unité de pédiatrie, de néonatologie. J'exigeais que des mamans fassent donc qu'on tire le lait, même si elle a été anesthésiée ou bien qu'elle a été opérée, qu'on tire le lait, qu'on donne le lait maternel comme premier lait. Donc cette exigence va dépendre de l'organisation au niveau des mets. Les parents peuvent l'exiger, ça c'est un droit, parce qu'on dit toujours, il y a un certain nombre d'éléments, si les parents jugent qu'ils peuvent donner le lait, personne ne doit les empêcher de dire non, on va aller donner le lait maternel. Ça, je parle de lait artificiel. Et ça, je pense que les parents peuvent mais c'est un problème d'organisation au niveau des structures. Et de plus en plus, en tout cas au niveau de la Société sénégalaise de pédiatrie, on se bat pour que nos jeunes collègues adoptent cette attitude-là et que l'organisation des salles, parce que vous parlez de pôle mère-enfant, c'est justement parce que très souvent, il n'y a pas ce pôle mère-enfant qui fait que il y a à l'arrivée du pédiatre auprès de la maman est souvent retardée parce que la maman a accouché, et ensuite le personnel du service obstétrique s'est occupé de la maman, mais a du mal à s'occuper du bébé. Alors dès que le bébé sort, le pédiatre prend, après on l'amène à la maman. Cette séparation-là ne doit pas avoir lieu, mais les parents peuvent exiger. Je pense de plus en plus, il faut les éduquer pour leur dire pourquoi c'est important ce colostrum. Parce que c'est un vaccin, pratiquement. C'est son premier vaccin, parce que c'est bourré de substances qui vont protéger le bébé, qui vont faire en sorte que le bébé soit plus protégé, en fait, de puisse mieux lutter contre les maladies. Et c'est bourré également de substances qui vont assurer la croissance de cet enfant le plus rapidement qu'avec du lait artificiel. Et le lait artificiel, de plus en plus, ils ont du mal à trouver les ingrédients pour ressembler au lait maternel. En fait, l'autre question par rapport, c'est peut-être la partie où vous traitez de l'asthme, qui m'intéresse beaucoup, parce que, en fait, l'asthme, professeur, c'est comme un tueur silencieux. On a vu des cas, moi j'ai vu personnellement des amis même, être très bien le matin et le soir au détour d'une crise trépassée, et c'est très malheureux. Alors, quel est aujourd'hui le problème, en fait? Moi, j'ai lu, vous avez exposé un peu les situations d'asthme, etc., comment ça se passe, les manifestations, etc. Mais on dirait qu'on n'a pas encore de solution, c'est-à-dire de thérapie définitive pour lutter contre l'asthme. Et c'est vraiment dur, en fait. Non, en tout cas, cette situation ne devrait pas être. C'est vrai qu'il y a plusieurs manifestations, plusieurs situations où on peut avoir de l'asthme. Surtout là où le problème se pose pour certains, c'est que quand ils développent une atopie, c'est-à-dire qu'ils développent une maladie allergique, il y a une composante familiale. Là, c'est peut-être difficile. Mais beaucoup de cas de manifestations sont liés à notre environnement. Exactement. Et c'est ça, c'est à nous de gérer l'environnement. Et c'est souvent pas l'environnement
environnement extérieur, mais domestique. Domestique. Et je l'explique dans ce parce que vous avez même une personne qui, soi-disant, n'est pas asthmatique, peut développer de l'asthme à cause d'un médicament qu'il a pris, ou bien parce qu'il est en contact de façon permanente à une zone où il y a trop d'humidité, il y a des moisissures. Et là, c'est à vous de gérer l'environnement. Mais quel que soit le fait, c'est que l'asthme maintenant, donc, il y a un protocole de prise en charge qui est bien connu, de sorte que la personne doit être éduquée pour d'abord voir les manifestations qui vont annoncer sa crise. Parce que ça, c'est déjà quelque chose, il peut prévenir sa crise. S'il y a déjà les manifestations, il faut qu'on l'éduque dans ça. Et de plus en plus, en tout cas, pour ce qui concerne les enfants, au niveau de la pédiatrie d'Albert Royer, le professeur Idrissa Dembaba travaille dans ce sens. Il y a même une page sur laquelle il explique comment il faut faire pour éduquer ses enfants. Il faut éduquer, c'est comme pour le diabétique. Plus il est éduqué, mieux il va vivre normalement. C'est la même chose. C'est la même chose pour l'asthme. Il faut éduquer. Parce que moi, j'ai vu une dame qui est venue justement dans mon bureau. Alors, je m'occupais de son enfant, qui me dit, moi, à mon asthme, personne ne peut le soigner. Parce que j'ai fait le tour de... Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous prenez tel produit? Je ne veux pas faire de publicité. Il me dit, oui, je le prends. Mais donnez-moi votre appareil. Vous avez votre appareil? Oui, mais comment vous le faites? Elle le fait. En réalité, elle utilise mal son nébulisateur. Elle utilise mal sa pompe, comme on dit la pompe. En fait, elle mettait la pompe dans sa bouche, elle avalait le produit. Ça va dans l'estomac, ça ne va pas dans les poumons. Il fallait l'éduquer à bien manipuler son appareil. Elle a fait ça pendant près de 15 ans. Parce que le médecin, évidemment, se dit, bon, vous prescrivez votre pompe, et vous dit, vous prenez 5 bouffées matin, midi, soir, mais on ne lui montre pas cette démonstration. Exactement. Et justement, comme je dis, le professeur Idrissa met dans sa page, comment il faut utiliser l'appareil. Parce que pour les enfants, c'est plus facile. On a un appareil où on met le produit. Mais pour les adultes, s'il n'y a pas une bonne coordination entre la main et l'inspiration, ça ne sert à rien. Donc, cette personne ne va pas pouvoir se faire traiter. Donc, cette situation où l'asthmatique doit se sentir vraiment à l'aise pour voir où il peut déclencher sa crise, s'éloigner de cela, éliminer dans son environnement les choses qui peuvent déclencher sa crise. Et quand sa crise arrive, savoir comment il faut se traiter. Le protocole est très simple et vraiment, il peut avoir une qualité de vie meilleure avec une bonne éducation. Tout va reposer sur ces maladies chroniques, sur l'éducation thérapeutique. Absolument. Peut-être pour terminer avec ça, peut-être un domaine un peu plus délicat, c'est la médication. Parce que là, autant vous avez insisté sur le fait qu'il ne faut pas abuser des antalgiques, mais autant il y a un médicament qui traverse tout votre ouvrage, c'est le paracétamol. Absolument. Du début à la fin, et comme vous l'avez si bien dit, parfois il peut être très nocif pour le foie. Absolument. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution? Est-ce qu'il faut toujours, quand il y a un souci, d'abord donner le paracétamol? Oui, il faut donner, parce que l'atteindre la dose toxique, il faut vraiment des taux. Parce qu'on vous demande de surveiller, on vous donne ce délai d'une prise toutes les 6 heures. Mais au-delà, si vous donnez la dose poids, parce qu'on a une large gamme qui va de 10 à 15 kilos, où vous avez vraiment une marge assez large pour ne pas arriver à des doses toxiques. Pour chez l'enfant, en tout cas pour ce qui concerne l'enfant. Pour des produits contrôlés. Parce que récemment, vous savez, il y a dans un pays voisin liés à des maladies des rénales liées à la prise de paracétamol dans ce pays-là, du fait d'un produit qui était mal conditionné. Tout à fait. Alors donc, si parce que même dans le monde entier, les surdoses en paracétamol, je pense que maintenant, ça fait beaucoup. Parce que nous, on a connu beaucoup de morts. On a connu ça quand on était plus jeune, pour ceux qui connaissent ces cas-là, qui étaient envoyés de produits à l'époque, de produits... Mais ici à Dakar aussi, les produits... Les produits qu'on appelle de paracétamol surdosés, qu'on appelle le gnoquette, je ne sais pas, c'était surdosé, c'est le double dosage que les gens prenaient comme des bonbons à chaque fois qu'ils avaient des maux de tête. Et je veux dire que ça continue jusqu'à présent, c'est là où je voulais en venir, parce que à force de... Moi, je connais des gens qui prennent du paracétamol comme des bonbons. Mais dans le livre, ce que j'explique, c'est que le paracétamol, si vous l'utilisez pour les douleurs, parce que ce qu'il faut, c'est d'éviter, par exemple, de façon abusive, d'utiliser d'autres produits qui n'ont aucun effet et qui peuvent, par exemple, des douleurs abdominales. Si vous donnez la plupart
de mes confrères, ils prescrivent des antispasmodiques. C'est quelque chose qui ralentit vous savez, les contractions de l'intestin. Vous savez, l'intestin bouge tout le temps. Mais si vous donnez des antispasmodiques, ça calme la douleur, mais ça ralentit l'action de l'intestin. Donc si c'est une diarrhée, les microbes vont se développer. Alors, à court ou long terme, il va développer une autre maladie. Et ce qui fait que c'est plus dangereux d'utiliser ces produits que d'utiliser du paracétamol à une dose qui est recommandée. C'est pourquoi j'enseigne, je montre au moment comment il faut utiliser la dose. Si elles savent comment utiliser la dose, c'est mieux. Et c'est quelque chose qui ne peut pas être nocif. D'autant plus que c'est une phase simplement de médication avant le recours à l'hôpital. C'est juste pour calmer. Voilà. En tout cas, c'est un excellent ouvrage. Oui. Vraiment qu'on recommande à tout le monde. Monsieur Diouf, je ne sais pas si vous avez un mot à dire par rapport à ça. Peut-être que vous êtes père de famille. Bon, pas encore, mais je dois dire que c'est un livre intéressant. C'est très intéressant. Mais ce livre est plus important encore pour ses parents. En fait, même au-delà des parents. Un guide pratique pour tout le monde. Tout le monde qui aime les enfants. Après, comme a dit Thierno, les enfants tournent autour de nous, que ce soit nos neveux, que ce soit... Voilà. Donc j'allais dire que j'ai pas d'enfants, c'est vrai, mais j'ai mes nièces, mes neveux, et je vis avec eux comme s'ils étaient mes propres enfants. Absolument. Donc en tout cas, c'est, comme j'ai dit, un ouvrage qu'on conseille à tout le monde. Ça s'appelle « La santé de votre enfant en question ». Livre conseil de santé pour les parents. Vraiment, tous les parents, et même ceux qui ne sont pas encore parents, devraient l'avoir dans leur bibliothèque. D'autant plus que vous nous dites un peu à la fin ce qu'il faut avoir comme pharmacie à la maison. Moi, de moins en moins, nous, quand on était petits, notre maman avait une pharmacie où il y avait tout ce que vous avez dit dedans, que c'est comme les sparadraps, les tulles gras, tout ce qu'on peut avoir dans les pharmacies, et évidemment l'alcool, les usines et tout ça. De moins en moins, on voit que les gens n'ont plus peut-être ces réflexes. Juste pour terminer avec quelque chose de très très important, c'est les postures du bébé lorsqu'il s'endort. Vous l'avez dit et c'est très important. Moi, ça c'est des querelles toujours avec les mamans parce que elles ont tendance à mettre des bébés sur le ventre parce qu'ils dorment mieux. Voilà. Et on sait que de plus en plus, c'est assez dangereux, ça entraîne la mort subite du nourrisson. Et parce qu'ils se disent, oui, quand je le mets sur le dos, il se réveille trop vite. Mais vous avez bien dit que la meilleure des postures, la meilleure des positions, c'est lorsqu'il est sur le côté. Absolument. Alors, pourquoi l'enfant, c'est quand l'enfant... Évidemment, si l'enfant a tout le temps des coliques. Le degré est variable en fonction des âges. Mais c'est presque quelque chose de physiologique. Parce que l'intestin, on peut dire, se détend un peu, grossit un peu et se dilate. Et avec ça, il y a de petits mouvements, de petites douleurs, des coliques qui traversent, surtout après l'alimentation, et surtout quand il s'agit de lait artificiel, pour certains laits artificiels d'ailleurs. Et non, mais alors, ces coliques-là sont presque physiologiques. Mais certains enfants vont mieux supporter, d'autres non. Mais pourquoi ils supportent mieux? D'ailleurs, pour certains, vous le dites, les mamans vous disent de votre amour. Parce que si vous le mettez comme ça, son abdomen est collé contre. Dès qu'il y a un contact avec l'abdomen et une autre peau, une autre paroi, là, il se calme, les coliques se calment. C'est la même chose si vous le couchez sur le ventre, les coliques se calment. Mais c'est une posture dangereuse parce que l'enfant étant comme ça, si par hasard il pique du nez au niveau de son oreiller, il ne pourra plus se relever. Il va s'étouffer. Donc beaucoup de morts subites sont liées à cela. Donc dès que vous le mettez en cette position, il dort. Il dort d'abord parce que vous supprimez aussi, vous avez supprimé donc ces coliques parce que avec le contact, mais vous supprimez un autre réflexe qui est naturel chez l'enfant, c'est que le réflexe d'embrassade. Voilà, le réflexe de Moreau, on appelle ça le réflexe d'embrassade. C'est que l'enfant s'est couché comme ça, ils sont très sensibles à la lumière et au bruit. Le moindre bruit, ils se réveillent. Et quand ils se réveillent, ce sont les mains d'abord qui font un grand mouvement d'ouverture et ensuite d'embrassade et qui va le réveiller. C'est ça qui va surtout le réveiller. Donc le fait c'est quelque chose qui bloque ses mains, fait qu'il dort mieux parce que d'abord il n'y a pas de colique et il ne peut plus faire ses réflexes. Donc c'est pourquoi
il est dangereux donc de le mettre comme ça. Vous pouvez le tenir parce que quand il est sur vos bras, il va dormir parce qu'il est... Mais dès que vous le couchez, il vaut mieux le coucher sur le côté et au besoin mettre un petit oreiller entre les mains et les pieds pour pouvoir un peu calmer les doigts. Mais habituellement, s'il s'habitue à cette position, il peut dormir. Mais c'est très dangereux de le mettre sur le ventre. Absolument. Vraiment, nous vous souhaitons une très bonne continuation. Nous allons vous libérer parce qu'en tant que médecin, je suis sûr que vous avez beaucoup d'autres obligations. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie tous de m'avoir donné l'occasion de communiquer à travers ce livre avec les populations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons recevoir pour cette seconde partie un assistant juridique au ministère de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel. Il est président du mouvement des jeunes leaders du Sénégal. Il vient nous parler de leur projet intitulé « Un enfant, un extrait de naissance ». Nous recevons M. Mame Samba Diamanka. Bonsoir, M. Diamanka. Bonsoir, M. Ndiaye. Donc nous allons poursuivre avec cette seconde partie avec vous, M. Mamadou Ali Diouf. Vous venez nous présenter votre roman qui s'appelle Koloban City, le réveil de Yadikone, qui est vraiment, vous êtes un manager, un gestionnaire comptable de formation, mais vous êtes également un excellent romancier, vraiment je vous remercie. Avec votre, je pense que c'est votre premier roman. Oui, c'est le premier. Oui. Mais là, vous avez vraiment produit un excellent roman, un roman policier avec une ville qui s'appelle Koloban City, qui est la capitale d'un pays qui s'appelle la République de Koloban et qui ressemble étrangement au Sénégal. Voilà. Et là, vous nous parlez un peu d'un jeune qui s'appelle Yadikone. Oui. Il y a un clin d'œil à ce personnage dont on entend parler depuis notre jeunesse, on ne connaît peut-être pas bien, qui était un bandit de grand chemin qui s'appelait Yadikone. Il y a peut-être un clin d'œil avec Yadikone, parce que vous nous parlez un peu des meurtres qui sont à Loukagne, et on sait que à Loukagne, c'était le fief de Yadikone. Donc là, c'est un jeune un peu désœuvré, comme peut-être il y en a un peu malheureusement, un peu beaucoup actuellement, peut-être en Afrique. Et un jeune, malgré ses diplômes, qui ne parvient pas à trouver du travail et qui est tenté de sombrer un peu tomber dans la facilité en essayant de trouver des raccourcis pour peut-être pouvoir s'en sortir. Et là, il commence un peu à fréquenter des gens peut-être assez peu fréquentables, qui se retrouvent vraiment entraînés dans une histoire de trafic de stupéfiants. Et là, c'est parti pour une grande aventure. Et en face de lui, toujours quand il y a des méchants, il y a des gentils qui sont en face. Et là, on a Amouliakar, un clin d'œil aussi à notre Amouliakar national, qui est un policier qui est assez connu maintenant. Et là aussi, cet inspecteur principal, un peu à la Elliot Ness, voilà, peut-être les plus âgés comprendront un peu. Peut-être je donne des références que les jeunes n'ont pas. Donc là, qui est à la tête d'une brigade, voilà, de gens un peu incorruptibles, et voilà, qui font tout pour essayer de faire tomber ce réseau. Je pense que c'est un peu la trame de l'histoire. Voilà. Bon, en fait, en réalité, Koloban City, le réveil de Yadikone, bon, je dois dire que le roman, c'est juste des idées, n'est-ce pas? Comme vous l'avez dit, j'ai fait un clin d'œil à Yadikone parce que dans mon imaginaire, je me suis dit, dans un premier temps, que d'abord, il fallait que je singularise le roman en donnant des prénoms qui sont typiquement africains. Donc, en quelque sorte, c'est au lieu de raconter une histoire dans laquelle les prénoms, n'est-ce pas, sont des prénoms importés,
arabophones ou francophones, j'ai voulu prendre des prénoms typiquement africains. D'où le prénom de Yadikon et Amouyakar. Elle s'appelle Laura, mais elle est africaine. Bon, en fait, j'ai parlé d'importation. Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas africaine. Et j'ai dit, n'est-ce pas, que j'ai voulu me focaliser quand même sur des prénoms africains. Lui, il a les deux. Il a le Momodou importé et le Wali qui est... Voilà, voilà. Vous voyez, non? Donc, c'est en quelque sorte quelque chose comme ça. Mais en fait... J'allais y revenir, hein, mais là, c'est vrai que... C'était ma question suivante, mais bon, c'est bien que vous en parlez maintenant, parce que j'ai vu que vous avez insisté sur ça. Je me suis dit, ça, c'est le panafricanisme qui parle, ancré dans les traditions, voilà, qui revendique le côté tchédo, avec tous les... Parce que j'ai vu qu'à travers tout le roman, tous les officiers supérieurs, voilà, tout le monde, les ministres, tout le monde, vous avez vraiment insisté sur cet aspect-là. Oui, oui, j'ai insisté sur cet aspect parce que je me dis que nous ne pouvons pas faire éclore notre potentiel tant que nous ne revenons pas à nos fondamentaux, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous devons nous approprier nos valeurs ancestrales. Et si nous ne le faisons pas, nous n'avons pas cette étincelle comment dire, de puissance créatrice. Donc c'est en quelque sorte une forme de dire que pour se retrouver, pour se connaître soi-même, n'est-ce pas? Il faudrait quand même remonter loin, n'est-ce pas, dans notre histoire. Alors, c'est dans cette mesure que je me suis dit qu'il valait mieux que je prenne Yadikon comme le prénom du personnage principal, Amouyakar pour le prénom du personnage du héros, parce qu'Amouyakar, c'est le héros en réalité. Yadikon, c'est le anti-héros. Absolument, en fait, parce que Yadikon, c'est l'anti-héros. Pourquoi Yadikon? Pourquoi je lui ai donné ce prénom? Ce n'est pas anodin parce qu'il vient de loin. C'est-à-dire qu'après ses études, n'est-ce pas, il n'a pas pu avoir ce qu'il voulait. Et il a fini par déconstruire son système de croyances pour quand même se forger une nouvelle identité. Et c'est toujours dans le cadre de l'identité que je parle, n'est-ce pas? Il s'est forgé une nouvelle identité dans la mesure où on a perdu ces valeurs-là, ces valeurs tchédo, qui font que facilement on peut glisser, n'est-ce pas, dans le terrain comment dire, du crime organisé ou quelque chose de ce genre. Donc, en fait, c'est de ça dont il s'agit. En réalité, j'ai voulu m'appesantir trop sur les valeurs ancestrales pour dire tout simplement qu'il nous faut nous retrouver notre identité profonde pour pouvoir, n'est-ce pas, nous exprimer et exploser notre potentiel. Tout à fait. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais aussi, si vous regardez, j'ai parlé aussi de libation, n'est-ce pas? Donc, quand vous parlez de valeurs ancrées dans les valeurs païennes, j'allais dire. Oui, on va y revenir. N'est-ce pas? Donc, on va y revenir. Le voyage de... Oui, tout à fait. C'est un peu de vos chevaux de bataille. Parce que tout ça, c'est un peu dans le même domaine. Mais là aussi... vous avez voulu, comme vous parlez tout à l'heure d'anti-héros, parce qu'au départ, on se dit que peut-être cette histoire, voilà, comme on voit de plus en plus dans les films, quand on voit dans les films, dans les romans, à la limite, on ne peut même plus faire la différence entre les héros et les anti-héros, parce que les anti-héros sont devenus les héros. Les films qu'on voit, ce sont les... Voilà. À un moment donné même, nous, on rentre dans votre jeu, parce qu'à un moment donné, on dit « Ah mince, il va se faire arrêter ». Donc là, c'est ce qui se passe dans les films. On est là, mais on ne veut pas que le bandit se fasse arrêter, on est avec lui, on veut qu'il gagne. Alors là, il devient sympa, alors que c'est le voleur, alors que c'est... Après, je me suis dit, mais là, il est en train de faire le culte du anti-héros, mais on voit à la fin, comme vous avez bien dit, que en fait, le véritable héros, c'est Amouyakar. Oui. Et que Yadikon revient dans le droit chemin, essayer de voir comment voilà, essayer de sortir de ce milieu et faire tomber justement l'organisation. Oui, parce que quand vous regardez, si vous
comment dire, liez d'affection avec Léa Licone, c'est juste parce que je l'ai dépeint comme une victime, n'est-ce pas? Je l'ai dépeint comme une victime, et en vérité, c'est une victime. Pourquoi j'ai intitulé le livre Koloban City? Parce que je l'ai dit dans le résumé, Koloban City, c'est une ville monstre qui broie ses enfants, n'est-ce pas? Comme Léa Licone. Quand on regarde, on voit qu'il est broyé par Koloban City, il est broyé par la vie, parce que ce n'est pas seulement le manque de travail qui est son problème. Son véritable problème, c'est le regard des autres. C'est ce que pensent les autres de sa situation. Donc, c'est l'enfer des autres, n'est-ce pas, qui l'a conduit, n'est-ce pas, à intégrer le crime organisé. Et c'était, comme pour lui, un moyen d'exister. Un moyen d'exister dans le monde matériel, n'est-ce pas? Absolument. Et il faut dire qu'au fil du roman, il a fini par se rendre compte que ce qui est important, ce n'est pas tant ce que l'on possède, ce n'est pas le fait d'exister dans le monde matériel, mais c'est en réalité la personne que l'on devient, n'est-ce pas? La personne que l'on devient par rapport à la personne qu'on était hier. Donc, ce qu'il faudrait, c'est essayer de devenir la meilleure version, de devenir nous-mêmes, en fait. Parce que je ne vais pas dire devenir la meilleure version de nous-mêmes, parce qu'on ne devient pas la meilleure version de nous-mêmes, on devient nous-mêmes. Donc, c'est de ça dont il s'agit. Là, vous avez parlé de cet aspect occulte qu'on voit à travers peut-être la couverture avec cette tête de mort. Il y a cet aspect vraiment d'occultisme que vous abordez et que vous assumez. Voilà, complètement dans l'ouvrage. On voit encore là votre côté africaniste. Voilà, vous prenez les valeurs endogènes. Vous vous dites que ça fait partie de nous, ça fait partie de nos cultures. Et à un moment donné, vous le faites tellement bien qu'on se pose la question, et c'est toujours ça le problème. Quand on va voir des gens, par exemple, pour essayer de faire des prières, vous avez mis côte à côte la prière de celui que vous appelez le cheikh, et aussi les prières de celui qu'on peut appeler peut-être le féticheur, voilà, le saltigué. Et d'un autre côté, il y a la raison. La raison. Ce qu'on pourrait appeler la raison. Tout à fait. Donc, à un moment donné, il y a ses amis qui sont en prison, et il faut les faire sortir. Donc, on va voir le cheikh qui fait ses prières, on va voir le saltigué qui, lui, est péremptoire. Hein. Lui, là, parce que là, vous insistez sur cet aspect, du gars qui donne, qui a son obligation de résultat. Lui, il dit, je donne le résultat. C'est pas une prière, non. Vous prenez ça, vous allez digérer ce que vous avez mangé dehors. Tout à fait. C'est clair, net et précis. Tout à fait. Et de l'autre côté, il y a peut-être la raison. On dit que oui, il y a une liberté provisoire qui a été demandée, mais à la fin, on se dit, mais il faut bien que ça passe par quelque part. Je veux dire, il faut qu'il y ait un chemin logique. Mais ce que vous essayez de nous faire comprendre, c'est que c'est celui qui a dit que, par exemple, qui était péremptoire, qui a dit que vous aurez les résultats, quelle que soit la manière avec laquelle vous allez sortir, une liberté provisoire ou quoi que ce soit, vous allez sortir, et finalement, on a vu qu'il est sorti. Donc là, vous voulez nous dire peut-être que, quoi qu'on puisse dire, nous avons nos réalités et nous avons des gens qui font la différence. Oui, c'est ça, en quelque sorte. Mais, d'autre part, j'ai voulu laisser au lecteur, n'est-ce pas, la latitude de choisir sa position, n'est-ce pas? De se dire que c'est grâce à la liberté provisoire qui a été accordée par le juge Maïssa Sele Diop, n'est-ce pas? Massamba Maïssa Sele Diop, c'est comme ça que je l'ai nommé, ou c'est peut-être à cause, n'est-ce pas, du fétiche de Baye Saltigui ou des prières du cheikh. Donc je laisse à chacun, par rapport à sa croyance, si c'est quelqu'un de logique, quelqu'un de rationnel, il va se dire que peut-être que c'est à cause de la liberté provisoire qui a été accordée. Si c'est quelqu'un qui est porté sur des... Mais on voit qu'il n'y avait aucune raison d'avoir une liberté provisoire, parce que là aussi c'était un peu c'était un peu miraculeux, je dirais, cette liberté provisoire-là. Parce que c'est vrai que le juge aurait pu refuser, et normalement il aurait même dû refuser. Tout à fait. Voilà, mais vous savez, nous sommes dans un roman. Vous comprenez, non? Donc nous sommes dans un roman, ce qui fait que voilà...
bon, tout n'est pas forcément logique, n'est-ce pas? C'est là où on sent, où vous, je veux dire, vous l'avez assumé dans le roman, donc voilà, il faut l'assumer aussi. Non, je l'assume. J'assume que, bon, moi déjà, je viens d'une famille où, jusqu'à présent, n'est-ce pas, on fait ces pratiques, n'est-ce pas? On procède à des libations. Absolument. Je ne dis pas que... Parce que vous avez parlé de votre lieu de naissance. Oui, un peu je suis né à Djilor-Djidiack. Exactement. N'est-ce pas? Je suis né à Djilor-Djidiack, à qui je fais un clin d'œil d'ailleurs. C'est mon village natal. Et jusqu'à présent, ces valeurs-là persistent. Et je ne peux pas aujourd'hui, n'est-ce pas, les occulter ou dire que c'est tout simplement des choses qui se font, mais qui n'ont aucune incidence ou qui n'ont aucun effet. Absolument. N'est-ce pas? Donc, en tant que quelqu'un qui a grandi dans ce milieu-là, dans ce cercle-là, et qui est témoin, il est de mon devoir, n'est-ce pas, de donner du crédit à cela. Donc, c'est dans ce sens. Mais c'est pour ne pas imposer cela, pour ne pas dire que c'est ça, de façon péremptoire, comme vous venez de le dire. Bon, je n'ai pas été comme Baye Saltigui, parce que j'ai donné au lecteur la possibilité de se référer à la croyance qui est la leur. Donc, de se dire que, par exemple, Baye Saltigui, c'est grâce à Baye Saltigui que l'Aïdega et Djiné Mouri sont sortis, ou c'est grâce à la liberté provisoire qui a été accordée. Déjà, vous êtes en train de réfléchir et vous vous dites que ce n'est même pas logique qu'on leur donne cette liberté provisoire. Donc, il faut comprendre que Baye Saltigui vient en rescousse, n'est-ce pas, pour compléter. Si ce n'est pas la liberté provisoire, c'est peut-être le fétiche de Baye Saltigui qui leur a permis de sortir. Et puis, nous savons que, n'est-ce pas, nous tous, tant que nous sommes, même si nous ne portons pas de fétiche, même si nous savons que nous sommes musulmans, chrétiens, donc nous avons Dieu comme seul garant, mais nous savons que c'est des choses, des croyances persistantes et qui existent. N'est-ce pas? Même pour les musulmans, même pour les chrétiens. N'est-ce pas? Nous savons que ça existe et nous en sommes conscients. Donc c'est cette prise de conscience-là que j'ai voulu faire dans ce roman et inviter les autres aussi à s'approprier ces valeurs-là. Parce que ce sont nos valeurs ancestrales avant l'islamisation, la colonisation et le christianisme. Et ces valeurs-là, nous ne pouvons pas, comment dire, si nous les nions, si nous nions ces valeurs-là, nous nous nions nous-mêmes. Donc nous devons intégrer ces valeurs-là et cela n'empêche pas d'autres valeurs de venir s'incorporer. Et à partir de là, on pourra parler à l'universel. Voilà. Parce qu'on aura quelque chose de plus à donner. Donc c'est ça. Bonsoir Monsieur Diouf. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour tout ce que vous transmettez. Vous êtes vraiment très inspirant. Merci à vous. C'est gentil. C'est un ouvrage qui est très réussi pour la mission que vous lui transmettez aussi. Merci. Et c'est vrai que vous partez vraiment... C'est l'objectif d'un roman, j'imagine, mais je pense que c'est très, très réussi dans celui-ci, de partir de la réalité, en fait, et de nos réalités pour faire passer des messages. Et pour le coup, ça m'a rappelé un petit peu la trajectoire de Yadikon au départ. Ça m'a rappelé un petit peu deux autres autrices qu'on a reçues il y a très peu. Donc, Mame Diarra Diop avec son roman Retour à Ceuta et Melilla. Et puis, Mariam Soda Diallo avec Légitime Imposture. En fait, c'était un jeune aussi qui avait le même problème au départ, c'est-à-dire aucune perspective. Et chacun donc, avec Yadikon inclus, du coup, ont eu des trajectoires différentes, mais le point de départ était le même, c'était le manque de perspective. Et je pense que c'est un point de départ qui doit se répéter dans de nombreux romans parce que tant que le problème là n'est pas réglé, il faut qu'on continue d'en parler. Donc c'est ce que j'ai bien aimé au départ déjà dans votre roman, l'histoire de Yadikon, d'où il part et pourquoi il va être amené à avoir ces aventures-là justement. Et c'est ce qui fait qu'il est criant de réalité parce que c'est la corruption de certaines autorités politiques et administratives, le paraître pour camoufler la réalité, etc. C'est ce qu'on voit directement dès le démarrage. Et pour ça, c'est pour ça que je trouvais que c'était une réussite. Aussi Merci. Du fait que vous soyez si ancré, que vous partiez justement de nos propres valeurs et de nos propres croyances, même si jusqu'aujourd'hui on mélange et autres, c'est comme vous êtes en train de le dire en fait. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Et
Et bravo en tout cas voilà, pour toutes les références et pour la portée que vous essayez de donner à votre ouvrage. Je pense que, ça marche bien. J'ai beaucoup aimé l'ouvrage, je le conseille à tout le monde. Merci. Et puis ma curiosité peut-être m'amènera à vous poser la question, puisque vous êtes dans la comptabilité, dans la gestion et aussi romancier, quelle a été finalement votre trajectoire personnelle pour arriver finalement dans l'écriture et d'où vous est venue toute cette imagination et puis de choisir le roman et de choisir le roman policier finalement? D'accord. Merci de votre question. En fait, l'écriture, j'ai véritablement connu l'écriture, découvert, n'est-ce pas, l'écriture au lycée, lorsque j'étais rappeur. Vous étiez rappeur? Oui, j'ai été rappeur. Et c'est avec le rap, n'est-ce pas, que j'ai fait de l'écriture un véritable exercice, une véritable entreprise. Et c'est là que j'ai appris à me servir de mon imagination. Donc c'est ça. Maintenant, en ce qui concerne ma formation, je dois dire que oui, je me suis adossé à ma formation pour quand même faire autre chose, pour transformer ce que j'ai appris en autre chose, dans la mesure où tout se transforme. Et puis, ma formation m'a permis d'avoir cet esprit d'analyse, cet esprit de méthode, cet esprit d'organisation qui fait que pour chaque projet, je peux quand même mettre en place un plan et à partir de ce plan, mettre la discipline qu'il faut pour y arriver. Donc, je dois dire que ça va de pair et c'est complémentaire. Merci. Voilà. Bonsoir. Oui. Alors, je n'ai pas malheureusement vous parler sérieux, j'aurais voulu. Et parce que pour moi, bon, Djilo représente beaucoup de choses pour moi. Donc moi aussi, je les salue de passage. Ouais. Même si je suis quelqu'un qui n'y est pas allé depuis une trentaine d'années. C'est très grave. Ça c'est pas normal. Quand on enlève 30 ans, c'est pas normal. Hein. Mais bon, je pense que je reste connecté à ce terroir-là. Tout à fait. Votre ouvrage, il est très intéressant parce que je pense que moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. J'ai beaucoup aimé parce que c'est déjà la forme, en fait, le style. Des fois, on sourit, des fois, on se dit, waouh, il a de l'imagination. Comment il a pu ramener ça en ce moment-là, etc. Mais d'abord, la sempiternelle problématique de la jeunesse, d'abord, tout au début. Parce que c'est vrai que Yadikone est une victime de cette société-là, victime de ce système qui est là, qui veut se débrouiller, qui cherche à exister, qui cherche à se défaire ou à se départir du regard de l'autre, qui chaque fois lui fait comprendre que tu n'existes pas parce que tu n'as pas de valeur ajoutée dans la société, tu n'existes pas parce que même, et c'est d'abord très rapidement la première scène où il passe devant les vieux, certains prient pour lui, d'autres lui disent, bah, écoute, malgré ces diplômes-là, il est inutile à la société, il ferait mieux d'aller faire autre chose en tout cas. Et donc cette scène-là montre la violence d'être même un jeune, comme je dis dans cette société. C'est un crime. Parfois, mieux vaut être un patriarche. Et on est plus respecté, on pense que voilà, le patriarche dit des choses plus importantes. Ils aiment se victimiser. Alors que parfois, non, en fait. Donc je dis que c'est malheureux, en fait. Mais ensuite, il y a aussi cette radioscopie de la société. C'est-à-dire que cette société qui est une société corrompue parfois, exactement, cette société aussi qui génère des bagnes. J'ai beaucoup aimé, par exemple, en fait, les sacrifiés. Oui, mais ces prisonniers-là qui sont maltraités. Tout à fait. Le tableau, il est noir. C'est des humains qu'on doit redresser parce que c'est ça. C'est un centre de réinsertion et de rééducation parce qu'ils doivent payer à la société. Mais une fois qu'ils ont payé leur, comment dirais-je, en tout cas leur tort, ils doivent être réinsérés et redevenir des citoyens. Et pour participer même à la marche de cette nation. Malheureusement, on les casse. Tout à fait. C'est difficile. D'abord, il y a ce tank social-là, pour reprendre Felwine Sarr, comme il appelle ça dans son premier ouvrage Dahish. C'est le tank social qui dit aux jeunes, ou en tout cas aux bagnards, ou en tout cas aux tolards, que vous ne pouvez plus être réintégré dans la société. Ça, c'est très grave, en fait. Ensuite, il y a aussi ce système-là, qui, lorsqu'il vous happe, lorsque vous êtes en prison, on ne vous donne pas de moyens pour vous réinventer. Moi, j'ai regardé un jour un documentaire à la télé
le gars, il a été appréhendé pour 5 ans. Et quand il a été libéré, tout ce qu'il fait, c'est revenu tous les jours devant la prison de Rebeuss. Tous les jours. Parce qu'on lui a dit que tu n'as rien fait au bout de 5 ans. Et pourtant, 5 ans de sa vie a été... Voilà quoi. Et tous les jours, le réflexe, c'est de revenir. J'ai perdu 5 ans et pourtant je suis innocent. Et donc je pense que c'est aussi... Mais c'est aussi autre chose, comme je disais tout à l'heure, par rapport un peu à... Ouais, ce tableau-là, ce syncrétisme entre notre société qui est irriguée par la religion, c'est vrai, c'est un fait, qui est irriguée aussi par nos traditions. Il ne faut pas le nier. Vous avez raison, c'est un déni. Ça existe, c'est là. Libre à chacun d'y croire ou pas. Je pense que tout ça fait partie aussi de ce melting pot social, de ce qui fait notre société avance ou pas dans le bon sens. Maintenant, il faudrait peut-être tirer de tout ça de très bonnes choses pour peut-être avancer, mais pas juste de nous mettre les uns contre les autres, de nous détruire, de nous autodétruire, etc. Parce que ça n'a pas de sens. Alors, c'est pourquoi votre ouvrage il est intéressant. Je l'ai beaucoup aimé. Je pense que vous avez énormément de talent. J'espère que vous n'allez pas vous arrêter dans... En tout cas, ce cours d'essai est un cours réussi. Alors, il y a un moment où Yadikone parle de... Quand vous êtes quelqu'un qui réussit, entre guillemets, dans la société, on vous taxe de tous les maux, de tous les péchés. Mais alors, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est un délit d'ambition? Est-ce qu'il y a un délit d'ambition dans ce pays-là? Mais est-ce qu'on peut encore parler de délit d'ambition si la richesse passe par le canal d'un travail qui n'est pas reluisant et qui n'est pas acceptable? Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on est jeune, parce qu'on est pressé, parce qu'on est un leader, etc., on doit aujourd'hui dire que non, moi je dois compter dans la société, je dois avoir en tout cas mon mot à dire, mais je dois aussi être à la table, mais pas de manière assez reluisante, pas acceptable. Parce que comme il disait tout à l'heure, être un vendeur de drogue, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas être d'accord avec Yadikone. Il a beau être sympa, il a beau avoir des diplômes, etc., mais c'est lui qui a tort. Il a tort, tout à fait. Donc, est-ce que lui, il justifie son délit d'ambition? Là, c'est le narrateur. Je pose la question au narrateur. Rien ne justifie, n'est-ce pas, le fait que Yadikone intègre le crime organisé. Rien ne le justifie. Mais je voulais tout simplement dresser un portrait pour montrer quelle est la responsabilité de chaque groupe social, n'est-ce pas, par rapport aux dérives que connaissent certains jeunes. Parce que si on réinspecte la vie de Yadikone, on se rend compte qu'il a fait son choix, mais le choix ne lui appartient pas véritablement. Il a fait ce choix pour répondre en guise de réponse aux attentes des autres. Mais c'est lorsque, maintenant, il a intégré le crime organisé, c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur. Qu'en réalité, ce qui est important, ce n'est pas tant ce que l'on possède, mais la personne que l'on devient, je l'ai dit tantôt. Je crois que c'est ça. Et ce qu'il y a de plus important dans ce que vous avez dit, c'est que Yadikone lui-même sait que c'est impardonnable et inacceptable qu'il puisse intégrer le crime organisé. Mais il n'avait pas le choix. Ah si, je ne suis pas d'accord. Il n'avait pas le choix. On a tout le temps le choix. Non, il n'avait pas le choix par rapport... Si je dis qu'il n'avait pas le choix, c'est par rapport, n'est-ce pas, à l'aspect qu'avait la société. Mais il a eu une lumière, en fait, à un moment. C'est quoi la lumière? Ça vient toujours d'une femme qui vient lui dire... Tout à fait. Malgré tous les sacrifices que j'ai éprouvés, je suis là. Pourtant, le regard d'autrui n'a pas fait fuir cette femme. Non. Elle est restée. Non, parce qu'elle est liée par l'amour. Oui. C'est différent. Elle est liée par l'amour. Vous savez, l'amour d'une femme, c'est plus puissant que tout. Donc, c'est ça. Il fallait, par exemple, que Yadikone arrive à se rendre compte qu'il est sur le mauvais chemin. Mais il n'y avait absolument rien qui pouvait le lui montrer. Même pas cet amour. Parce que ce que il n'y avait rien qui pouvait le lui... On a toujours le choix. Comme vous dites, il n'avait pas le choix. Ça, c'est ce qui est peut-être discutable. Oui, peut-être que j'ai tort en disant qu'il n'avait pas le choix. N'est-ce pas? Non, c'est un point de vue. On n'a pas de jugement de valeur. Non, je vois que vous... Bon, donc, comme vous m'attaquez par rapport à ce point, je vous le concède. Peut-être qu'il avait le choix. Non, parce qu'on s'est dit mais le choix... Parce que c'est dire, par exemple, que la pauvreté justifie le fait de... Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que la pauvreté justifiait quoi que ce soit. Ou bien le regard des autres. Ce que j'ai dit est simple. C'est-à-dire que ce qu'il y a
d'important à voir dans tout ça, ce n'est pas les choix de Yadikon. Ce ne sont pas les choix de Yadikon, mais plutôt le comportement de la société vis-à-vis de Yadikon quand il était un moins que rien. Mais il est toujours en étant dans... Si vous êtes dans cette dynamique de moins que rien... Comment la société regarde les gens. Ah, d'accord. Le problème, ce n'est pas Yadikon, c'est la société en fait. Oui, Yadikon, c'est juste un élément, n'est-ce pas? Je peux dire que c'est un élément que je l'utilise pour dépeindre, n'est-ce pas, la société. Et ce qu'il faut comprendre, ce ne sont pas les choix de Yadikon, mais le regard que porte la société sur Yadikon et comment la société accueille sa nouvelle entreprise. Et si vous regardez bien, vous allez voir que ce qui était quelque temps auparavant, ceux qui disaient du mal de lui sont devenus ses laudateurs. C'est-à-dire que c'est la société. Je parle des tares de la société et non pas de plus en plus forcément du choix de Yadikon. Une société de plus en plus matérialiste, évidemment, on l'a compris. Mais là aussi, n'empêche que chaque personne, comme vous l'avez dit, in fine, il a pu comprendre que il y a une autre manière de gérer le regard des autres. Il y a une autre manière d'exister. Exactement, de gérer surtout, comme vous dites, le regard des autres. On peut le gérer, on peut faire cet effort sur soi, ce travail sur soi. Comme vous avez dit, on n'essaie pas de devenir la meilleure version de soi-même, on essaie juste d'être soi-même. Mais moi, je pense qu'il faut aussi être la meilleure version de soi-même. Parce que même je veux dire, on est contexte social, etc. Mais il est redevenu la meilleure version de lui-même. Oui, quand il est revenu. Et c'est pour juste ajouter une dernière chose. Ce qu'il veut dire, c'est parce qu'on peut-être on est en étant la meilleure version de soi-même. Oui, mais quand on tombe, bon, c'est très. Mais aussi c'est pourquoi je dis il faut nuancer. On accuse peut-être souvent la société. Certaines personnes viennent de la société avec entre guillemets un faux départ, réussissent à tirer leurs épingles du jeu et à devenir des exemples dans la société. Je pense par exemple à quelqu'un comme Sadio Mané, qui est venu de très loin et qu'aujourd'hui qui est un exemple patent qu'on doit montrer à la jeunesse, qui ne s'est pas réfugié derrière cette pauvreté apparente, entre guillemets. Sans faire de démagogie, le président de la République. Bon, c'est l'exception qui confirme la règle. Je dois dire que ce sont les exceptions. Oui, je pense que oui, le président de la République, c'est quelqu'un qui est venu de conditions très bonnes. Ce ne sont pas des exceptions peut-être, mais ce que je veux dire, ce que je veux que vous compreniez, c'est que... Et surtout que le président de la République vient de la même région que vous. Non, il vient du même département. C'est plus vous voyez, non? Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez citer des gens qui ont réussi malgré toutes les difficultés de leur vie. C'est vrai. Mais moi, j'ai pas voulu singulariser le roman, j'ai voulu le généraliser. Mais c'est là que je parle dans le cadre général. C'est ce que vous ne devez pas faire pour moi. Vous ne devez pas généraliser. Parce que pour moi, les trajectoires, elles sont différentes. Tiens, je vais être obligé de te couper. Mais si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte. Le roman est tellement intéressant. C'est une généralisation par rapport à certains aspects, mais c'est une singularisation par rapport à beaucoup d'autres. D'accord. Vous voyez? Donc c'est les deux à la fois. Excellent. Là, on se retrouve. La balance, quoi. En tout cas, c'est un Vous êtes talentueux, cher ami. Merci bien. C'est un roman très intelligent, surtout. Très bien écrit. C'est gentil. Très bien écrit, très bien structuré. En plus, comme l'ont dit mes co-présentateurs, la trame est bien ficelée. Vraiment, vous êtes vraiment un véritable romancier. Je pense que, comme il l'a dit, on espère que vous allez continuer à écrire. Peut-être juste, vous n'avez peut-être pas lu le roman, monsieur Diamanka, mais juste un petit mot par rapport à ce que vous avez entendu. Donc, je vais commencer d'abord par féliciter, en tout cas. C'est vraiment quelque chose de bien d'écrire et surtout de parler de nos valeurs culturelles. Donc, je pense que ça, c'est important. Absolument. Parce qu'il faut essayer toujours de montrer ce qu'on est, de montrer également nos valeurs à travers le monde entier. Je pense que ça, c'est vraiment excellent par rapport à ce qu'il vient de dire. Absolument. On va terminer peut-être avec vous. Vous venez en tant que président du mouvement des jeunes leaders du Sénégal nous parler de votre projet Un enfant, un extrait de naissance. Là, vous êtes un jeune qui ne se victimise pas comme les faux jeunes que j'ai ici, là, qui sont déjà bien vieux. Pourquoi vous avez jugé bon de faire ce projet? C'est vrai qu'on a reçu la dernière fois Monsieur Callot qui avait sorti un ouvrage, un excellent ouvrage
sur ça, sur tout ce qui est état civil. Pourquoi vous avez voulu vous intégrer un peu dans ce projet-là? D'accord, donc merci encore pour l'invitation. Donc, je me nomme Mame Samba Diamanka, je suis assistant juridique au ministère de l'Artisanat, de la transformation du secteur informel, entre autres président du mouvement des jeunes du Sénégal. Donc moi, dès le bas âge, je me suis très tôt engagé dans les activités citoyennes, donc à travers le plan international, où je passais des activités un peu partout au Sénégal, voyageais un peu partout au Sénégal. Donc, dans le cadre de nos activités avec le mouvement des jeunes du Sénégal, nous, on cible des problèmes. On cible des problèmes et on essaie de résoudre ces problèmes-là. Donc, on travaille dans le cadre et on cible des problèmes et on travaille dans le cadre des politiques citoyennes de l'État. Donc, on soutient les politiques citoyennes de l'État du Sénégal. Et dans le cadre de ce projet-là, nous avons constaté qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants et beaucoup d'adultes qui n'ont pas d'extrait de naissance. Donc, lorsqu'on a lancé ce programme-là, on a communiqué à la radio et nous avons reçu plus de 100 appels au niveau de nos contacts. Et il y a même des gens, des adultes qui ont 25 à la trentaine et qui n'ont toujours pas d'extrait de naissance. Donc, c'est pourquoi on a jugé nécessaire de mettre en œuvre ce programme-là, mais également de permettre à la personne d'avoir une identité juridique, de permettre à la personne également d'avoir accès aux services publics. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons mis en œuvre ce projet-là. Nora. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous et de venir représenter les jeunes leaders. Je pense que le problème auquel vous vous attaquez est très important. On en parlait justement, comme disait Alioune, avec M. Callot qui avait écrit un ouvrage sur le sujet. Et je pense que c'est une bonne chose que les jeunes se mobilisent entre eux pour aider d'autres jeunes justement à régler ce problème-là, parce que ça handicape à de nombreuses étapes de la vie, les plus importantes. Et moi, j'avais juste une question très rapide, en fait, justement, dans les problèmes auxquels vous vous attaquez, dans la résolution de ces problèmes-là, quels sont les défis que vous rencontrez actuellement qui prennent le plus de place, finalement, dans la bonne tenue de votre projet? Donc, par rapport aux défis, nous avons des défis relatifs à la sensibilisation. Parce que pour certaines personnes, approcher certaines personnes, les sensibiliser, les expliquer certaines choses, parfois c'est difficile. Donc parfois, ces gens-là n'arrivent pas à vous croire. Ils vous disent que non, ce sont juste des débats, etc. Vous n'allez pas régler ce problème. Donc on a un véritable problème d'approche avec la population. Donc il y a des gens qui refusent, par exemple, de venir vers nous pour qu'on règle ces genres de problèmes. Donc nous avons un défi par rapport à ça, un défi par rapport à la sensibilisation. Donc, entre autres, nous avons également des défis de partenaires. Donc, actuellement, on cherche également beaucoup de partenaires pour réaliser ce programme-là, parce que nous voulons trouver plus de 5000 extraits de naissance à ces jeunes-là, qui n'ont pas d'extrait de naissance. Donc, ce sont les principaux défis qu'on retrouve actuellement dans le cadre de ce projet. Le young leader en face du jeune leader. Non, mais moi, je vous félicite. Je suis très content parce que, c'est vrai, dès qu'on parle des problématiques des jeunes, les patriarches disent que les jeunes se victimisent parce qu'ils sont déconnectés un peu de la réalité. Ils ne comprennent pas beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Et donc, c'est bien ce que vous faites parce que vous êtes dans l'action et je pense que c'est beaucoup d'actions cumulées qui peuvent changer les choses dans le temps long. Et c'est une très bonne chose. Bon, d'abord, c'est vrai que l'État fait ce qu'il faut. Pour moi, il y a des audiences foraines. Vous êtes juriste. Vous savez que souvent, ces audiences se passent pour un peu reconnecter juridiquement effectivement ces gens-là qui n'ont pas d'identité, même si parfois il y a des problèmes qui se passent, surtout lorsqu'il s'agit de certains jeunes ou d'enfants de se présenter aux examens. Et voilà, ça a vraiment bloqué beaucoup de gens dans leurs ascensions éducatives ou académiques. Donc, dans ce sens-là, c'est bien. Je pense que l'État doit peut-être plus renforcer ce qu'il fait et peut-être s'associer à des initiatives comme vous, parce que ce qui est important aussi, c'est que vous êtes jeunes, vous pouvez sensibiliser d'autres jeunes et votre voix peut porter. C'est très important. Alors, moi, ma question, c'est par rapport aux initiatives existantes. Moi, j'ai une amie, je ne sais pas, c'est pourquoi je ne sais pas depuis quand votre initiative existe. J'ai une amie qui s'appelle Nafi Gueye,
Elle a une association qui s'appelle J'existe et qui est orientée dans ça. Elle parcourt le monde, le Sénégal pour un peu sensibiliser, mais aussi travailler à l'identification de ces gens-là. Est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'on parle de synergie, parce que c'est important, il ne faut pas que les jeunes, chacun dans son coin, puissent penser que c'est lui qui apporte la solution miracle pour le Sénégal, en fait. Est-ce qu'il y a des synergies qui se font avec ces genres d'initiatives pour un peu faciliter ce travail-là que vous faites? Donc, par rapport à cette association-là, des parties prenantes un peu partout, donc, nous avons donc invité l'État, comme la direction de l'État civil. Nous travaillons avec la direction de l'État civil dans le cadre de ce projet, et également avec l'ONG et les actions, donc, dans le cadre de ce projet. Donc, ils vont, entre autres, ces institutions-là, financer ce projet. Donc, à part ça également, nous avons invité toutes les associations, que ce soit les ASC de football, mais également les conseils de quartier, donc les relais communautaires, également les autres associations. Il y a entre autres beaucoup d'associations qui sont au niveau du Sénégal, donc qu'on a associé dans le cadre de ce projet. Donc pour le moment, nous avons juste organiser un atelier de prise au contact. Donc on a invité plusieurs associations, plusieurs ASC de football, donc pour que entre nous on discute de la mise en œuvre du projet, mais également de sa réalisation. Donc nous avons en tout cas contacté plusieurs associations et on va en faire davantage pour inviter donc, les autres à nous rejoindre et qu'on puisse travailler en synergie, en consortium, donc pour régler ce problème ensemble. Donc nous sommes ouverts à tout le monde en tout cas. Est-ce que vous avez dans... Je peux poser une dernière question? Bien. On est un peu short, mais bon, je ne sais pas... Non, mais c'était même en dehors de ça. C'est comme il est aussi le président des jeunes leaders. Je voulais juste... Bon, c'est une question de provocation. Je ne vais pas vous demander de nous définir qu'est-ce que c'est que le leader, mais je veux dire, quel est le rôle du jeune leader au Sénégal aujourd'hui? Parce qu'on dirait que tout le monde est jeune leader. Bon, les jeunes leaders, je vais dire que c'est les personnes, c'est les jeunes qui identifient des problèmes et qui essaient de les résoudre. Donc, ce sont des jeunes qui sensibilisent, donc, qui appuient donc, la politique citoyenne de l'État et essaient également juste d'apporter des solutions en tout cas. Parce qu'on a besoin des solutions. Donc je pense que les jeunes leaders, le meilleur, c'est celui qui apporte des solutions. C'est ça. Est-ce que vous avez une date importante à court terme dans votre agenda? Effectivement, parce que nous voulons, dès le mois d'octobre, commencer le recensement. Parce que dans le cadre de ce projet, c'est un atelier d'abord de prise en contact avec plusieurs associations qu'on a déjà fait. Et on est en train d'inviter d'autres associations également. Donc nous invitons toutes les autres associations de rejoindre ce projet. Et l'autre étape, c'est le recensement. Donc nous allons faire dès le mois d'octobre un recensement un peu partout dans les écoles pour voir les élèves qui n'ont pas d'extrait de naissance, donc pour les permettre d'en avoir. Donc nous allons prendre leur nom, etc. Donc à part ce recensement-là, l'autre c'est au mois de février. Donc nous allons initier une audience foraine avec le tribunal de Rufisque, le tribunal d'instance de Rufisque. Donc une audience foraine pour permettre donc, aux personnes qui n'avaient pas bénéficié donc, lors du recensement d'en bénéficier à l'audience foraine. Juste un mot, M. Diouf, par rapport à cette problématique des extraits de naissance. C'est une très belle initiative. Et il faut quand même, en plus de cette initiative, est-ce qu'il y a dit qu'on avait un extrait de naissance? Bon, forcément, parce qu'il est diplômé de l'université de Colobane. Absolument. Donc je disais que c'est une belle initiative. Hein. Véritablement, je vous félicite. Et je crois que vous irez jusqu'au bout de votre logique. Et au-delà même de chercher des extraits de naissance aux enfants, vous devriez vous engager dans des choses, beaucoup plus, qui ont beaucoup plus d'effet, quoi. Par exemple, par rapport à la scoralisation des filles, par rapport, n'est-ce pas, à la salubrité de certaines écoles, donc voilà, entre autres. Mais déjà, c'est un bon début, c'est extraordinaire. En tout cas, nous avons été très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement des jeunes leaders du Sénégal. Je remercie aussi M. Mamadou Ali Diouf, vous étiez venu nous présenter votre excellent roman, vraiment, qu'on conseille à tout le monde.
c'est un honneur pour moi d'avoir été sur votre plateau. Nous aussi, nous avons été très heureux de vous recevoir. Colobane City, le réveil de Yadikoun, vraiment un roman très très bien écrit. Remercier mes co-présentateurs, Laura Fortez, Tierno Suleiman Diobnian. Remercier tous les techniciens de l'ARTES et tous les téléspectateurs qui nous regardent tous les dimanches soirs. À dimanche prochain, Inch'Allah.